Moi, j'avais vu ma sœur se faire hypnotiser dans un gala. Alors, l'histoire, donc, elle était là, elle faisait une chasse au trésor. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible? Et je pense qu'on a un petit peu cette vision de l'hypnose parce que ce qu'on voit le plus de nos jours, c'est vraiment l'hypnose de spectacle, c'est les mesmers, c'est Ouais. ces personnes-là, en fait, qui donnent une image de l'hypnose qui est un peu biaisée parce que bah ouais, on est dans l'hypnose waouh en fait. On cherche à créer un effet vraiment spectaculaire comme Mm. non en fait, hein, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et nous, en tout cas, dans l'hypnose qui est plus tournée vers le thérapeutique, bah ça nous dessert un petit peu parce que ça nous donne un côté un peu, j'aime pas ce mot-là, mais côté charlatan quoi. Bonjour, c'est Romaric, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Auto-entrepreneur. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je pense à l'hypnose, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. vous avez la référence? Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous ce podcast. Mais l'hypnose, c'est aussi un métier. Pour en discuter, j'ai eu la chance d'échanger avec l'une des voix les plus connues de l'hypnose en France. Il s'agit de Mona. Alors peut-être que son prénom ne vous dit rien, mais Mona, c'est aussi la voix derrière le podcast avec plus de 5 millions d'écoutes qui s'appelle Hypnarium. Lors de cette interview, on va voir son parcours en tant que micro-entrepreneuse, car avant d'être dans l'hypnose, elle a réalisé d'autres activités. Et bien entendu, nous allons répondre à toutes les questions autour de l'hypnose. Je suis sûr que vous en posez plein. Moi, je m'en posais plein et j'ai eu plein de réponses grâce à Mona. Je vous propose de les écouter sans plus attendre dans cet épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Mona. Mona qui est micro-entrepreneuse depuis déjà plusieurs années, qui a une activité qui pourra probablement intéresser beaucoup de monde, en tout cas qui a beaucoup de secrets, c'est l'hypnose. Et surtout Mona qui a un succès fou grâce à son podcast Hypnarium, avec déjà plus de 4 millions de personnes qui l'ont écouté. Bonjour et bienvenue Mona. Bonjour Romaric. Comment tu vas? Très très bien, merci. Et toi? Bah, ça va très bien, je suis heureux de t'accueillir. Ça faisait un petit moment que j'attendais de t'interviewer parce que bah, je suis très curieux d'en savoir plus sur l'hypnose notamment. Et puis bah, pour nos auditeurs aussi, découvrir ton chemin en tant qu'entrepreneuse. Euh, Déjà, tu peux nous expliquer quelles sont tes activités aujourd'hui? Alors, c'est compliqué, il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, bon, comme tu l'as dit, je fais de l'hypnose. Mhm. Donc, il y a déjà toute une partie où moi j'accompagne les gens avec de l'hypnose, avec d'autres techniques aussi. Et de l'autre côté, du coup, il y a le podcast où là, il y a pas mal d'épisodes d'hypnose qui sont déjà présents, comme tu as pu le remarquer. Donc, ça fait plus de 4 ans maintenant. Donc au début, ça ne me rapportait aucun revenu. Donc c'était Mhm. vraiment pour le plaisir que j'ai lancé ça. Enfin, c'était plus pour m'entraîner moi. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai vu que ça prenait de l'ampleur et c'est devenu une rentrée d'argent. En fait, c'est devenu un revenu supplémentaire. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai ces deux activités-là et puis j'ai plein de petites choses à gauche, à droite. Enfin, je vends des audios d'hypnose aussi. Voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font un espèce de grand tout. Et du coup, le statut, pour ça, il est pas mal, je trouve. Donc toi, aujourd'hui, c'est un grand tout autour Ouais. de l'hypnose. Même un peu de mal à l'expliquer parce que moi-même, il y a trop de trucs. Donc, Et l'hypnose, c'est relativement nouveau. Tu es auto-entrepreneur depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu as commencé? depuis 2012, donc ça fait 13 ans par là. Exact. Voilà. Donc ça fait un certain temps et en fait, j'ai pas toujours fait de l'hypnose, non. J'étais avant en auto-entreprise parce que j'étais presta, donc j'étais freelance. euh, Au tout début, parce que je faisais des prestats de design, Ok. donc design graphique, web design, etc. Petit à petit, j'ai un petit peu bifurqué vers le développement web. Donc après, voilà, je créais des sites pour mes clients. J'étais en contact avec des agences. J'ai travaillé aussi en agence.
Et donc après ça, euh, je me suis mis en tant que salariée, mais j'ai continué en fait ma micro-entreprise à côté. Ouais, En tu tant l'as pas fermé du coup. Je l'ai pas fermée parce que je Mm. continuais à avoir des contrats en free, etc. à côté. Et après, j'ai repris vraiment à 100% la micro-entreprise au moment où j'ai quitté en fait mon boulot pour me reconvertir. En gros, j'ai un peu pété mon câble et je me suis dit, voilà, je veux changer de vie. Ben, on croit qu'il y a comme une espèce de... Parce que quand on parle d'hypnose, il y a un côté un peu mystique, un peu voilà. Il y a pas eu de grand jour où l'hypnose m'est tombée dessus, où j'ai une révélation, ou je ne sais quoi. Pas du tout. C'est vraiment un travail que moi j'ai fait en me demandant bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et en fait, l'hypnose est arrivée là. Je me suis dit, tiens, ce truc-là, ça fait un moment que je sais pas, que ça m'intrigue, enfin, moi j'avais vu ma sœur se faire hypnotiser dans un gala. Alors l'histoire, donc elle était là, elle faisait une chasse au trésor. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible? Enfin, je comprenais pas. Et je me suis rappelé de ça en fait par hasard et je me suis dit tiens j'ai le temps, j'ai les sous, je vais me payer une formation et puis je vais voir ce que ça donne. Et en fait à partir de là, j'ai dit non ce truc-là faut que je l'exploite, faut que je fasse quelque chose avec. En fait, c'est incroyable, quoi. Et Du, c'est comme du ça coup, que du coup, c'est un peu venu de cette image de ta sœur avec un, genre, je vais appeler ça de l'hypnose loisir un peu, de l'hypnose de spectacle. ouais, le spectacle complètement. En fait, c'est ça. Enfin, moi, j'ai vu la vidéo parce que j'étais pas présente. Mhm. Et même elle, elle comprenait pas trop ce qui s'était passé. Donc, enfin, moi, ça m'a toujours un peu interloquée en me disant, mais ça, c'est pas possible, en fait. Enfin, comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui te parle et qu'avec des mots, elle t'amène à faire des choses que toi-même, tu maîtrises pas trop, quoi. Tu sais pas ce que tu fais. Et c'est vraiment ce truc-là qui, moi, m'a toujours intriguée. Et là, je Mhm. sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'étais en pleine période de réflexion sur moi, sur ma vie, sur tout ça. Et je sais pas pourquoi ça s'est pointé là, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Allez, c'est le moment. Et t'as plaqué tout le reste, donc tous tes métiers du web en développeur, designer, t'as Ouais, plaqué pour l'hypnose. j'ai voulu tout stopper d'un coup. Enfin, moi, je suis un peu comme ça, du coup. Enfin, je pense que ça s'est vu dans l'histoire que je viens de raconter. J'aime Mhm. bien aller de métier en métier, faire plein de trucs différents. Enfin, voilà, j'ai un peu ce côté touché à tout. Alors là, c'était vraiment l'occasion de vraiment plus me reconcentrer en plus de ça sur l'humain. Donc, c'était pas mal. Ouais, après, on voit quand même que t'as gardé une touche de digital, puisque ton Vraiment. podcast est en ligne. Enfin, c'est justement, tu vois, avant de discuter avec toi, enfin, avant d'écouter le podcast même, j'avais vraiment cette impression que l'hypnose, pour que ça fonctionne, fallait que les deux personnes soient l'une à côté de l'autre, qu'il y ait une, je sais pas, une sorte de connexion J'ai longtemps physique. fait ça aussi, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et puis, ben, du coup, tu viens d'expliquer, enfin, et tu prouves bah, au quotidien que non, puisque avec ton podcast, tu hypnotises au quotidien des gens à distance. Juste pour revenir un petit peu sur la partie vraiment entrepreneur, ton parcours, donc ça fait, on a compté déjà 12-13 ans que tu es à ton compte. Euh, Tu te souviens de tes débuts, comment ça s'était passé, et si le statut a beaucoup changé. J'imagine que ça a pas mal changé depuis, enfin j'espère, parce que le site était vraiment affreux. Pour, pour s'inscrire, voilà. Après, moi j'étais dans le métier, donc forcément ça m'avait fait tout bizarre. En tout Hmm, cas, je m'en rappelle un petit peu. Et ce que j'avais vraiment apprécié, c'était le fait que ce soit hyper simple et rapide, quoi. Enfin, ouais. moi je me rappelle que j'avais fait ça parce que j'avais une première mission. Et en fait, dans ce genre de cas, on sait pas, on se dit, mais moi, j'ai pas de structure, j'ai rien, enfin, comment je fais, en fait. Et en fait, en 2-2, c'est réglé, quoi. Tu vas sur le site, tu remplis le formulaire et c'est fait. Donc, ça, je m'en rappelle, c'était ultra simple. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Après, j'avais eu quelques petits soucis parce que je me disais, mais attends, là je suis en train d'ouvrir une entreprise, qu'est-ce que je suis en train de faire? Euh, Hmm. est-ce que
vais avoir des choses à faire particulières? Est-ce qu'il y a des choses que... Enfin voilà. Et c'est vrai que ça peut être un peu angoissant. Enfin, moi, je sais que ça m'avait un petit peu inquiété à ce Ouais. moment-là. Ouais, je te comprends parce que justement, ça peut être des fois pas tellement simple à ouvrir qu'on peut perdre des fois peut-être ce... En quoi je m'engage, en fait, en tant Ouais, que- que c'est vraiment une entreprise qu'on est en train de créer, qui a vraiment des obligations derrière, par exemple, et des cotisations à payer. Euh, D'ailleurs, sur ce point-là, est-ce que tu as l'impression que le statut il est plus intéressant aujourd'hui ou quand tu as débuté il y a 12 ans, même si voilà, c'est peut-être compliqué de comparer vu que c'est pas les mêmes activités? Bah, alors, les cotisations, entre-temps, elles ont pas mal évolué par rapport au tout début quand j'ai commencé. Surtout qu'en plus de ça, quand j'ai lancé ma micro-entreprise, j'avais eu des aides parce Hmm. que, parce que je me lançais dans la vie active, en fait. Et j'étais au chômage et j'avais eu, en fait, alors je sais plus si c'est encore ça, si ça s'appelle encore comme ça, mais j'avais eu l'ACRE. Qui existe toujours aujourd'hui, ouais, qui existe. Alors, je pense que les conditions étaient peut-être meilleures pour toi. Bah Euh, écoute, je me rappelle plus par contre au niveau parce des que, conditions. hmm. Et je Parce que sais que je, pendant les 3 premières années, j'ai eu la chance d'avoir des cotisations qui étaient vraiment moindres par rapport à ce que j'aurais dû avoir. Donc, C'est ça, ouais. Aujourd'hui, l'ACRE, c'est uniquement sur un an. Donc, uniquement un an qui permet d'avoir les cotisations à 50%. Alors que, ouais, pendant un bon moment, ça a été 3 ans avec. c'était C'était dégressif. progressif. Ouais, Ouais. Enfin, oui, dans exactement. l'autre sens. Mais du Ouais. coup, c'est vachement bien parce que au début, c'est côté un petit peu angoissant, c'est de se dire, voilà, mais comment je vais faire si je rentre pas beaucoup d'argent Hmm. et ce qui m'avait bien emballé aussi, c'était le fait de me dire que j'allais rien payer tant que moi, je rentrais pas d'argent. Donc ça, Ouais. c'était vraiment rassurant aussi de ce point de vue-là. Ouais, Mm. ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même une sacrée sécurité aussi. Euh, donc, tu avais peut-être un petit côté angoissant. Est-ce que tu te souviens de ton... Qu'est-ce que tu considères être le plus grand défi dans ta vie d'entrepreneur? L'administratif. En fait, j'aurais pu parler de trouver des clients, etc. C'était pas trop mon cas parce que moi j'avais pas mal de réseaux, donc en fait ça se faisait assez facilement. Par Hmm. contre, moi ce qui m'angoissait beaucoup au départ, c'était vraiment le côté administratif, c'était la peur de faire une bêtise, la peur d'oublier de déclarer quelque chose, de mal le faire, de pas suivre les obligations que j'avais en tant que micro-entrepreneur, etc. Enfin voilà, qu'on me Hmm. tombe dessus un petit peu. C'est un peu le côté qui me faisait peur. Et en fait, bah, ça s'est fait. Que Ouais, souvent, on se dit, ouais, mais il y a plein de gens, ils le font, mais moi, je me sens pas capable, je vais pas y arriver, c'est beaucoup trop. On voit l'espèce de montagne. Et en ouais, fait, j'ai pas eu le choix de le faire. Donc, je l'ai fait. Et au fur et à mesure, en fait, c'est venu tout seul. Et je me suis rendu compte que c'était pas si fou que ça. Je m'en faisais une image en Hmm. fait de quelque chose vraiment. Ah là là, il va falloir que je fasse ma compta, il va falloir que je gère mes papiers, etc. En fait, c'est quand même vachement allégé de ce Ouais. point de vue. Donc, Et t'es pas passé par un service d'accompagnement comme nous, comme le portail auto-entrepreneur, par exemple. j'ai hésité, mais en fait, vous étiez pas là quand j'ai débuté. Je Ouais. crois. Enfin, en tout cas, je connaissais pas. Et T'as donc, commencé avant nous. C'est vrai, t'as voilà. commencé avant nous. Ouais, ouais. Et si vous aviez été là, mais j'aurais adoré parce que ça m'aurait enlevé une grosse épine du pied au début, pas mal de peur aussi, parce que d'être accompagné sur ce genre de choses, ça permet aussi d'éviter de faire des bêtises, quoi, parce que Ouais. quand on ne sait pas, bah, on peut vite voilà, faire des choses qu'il faut pas. Parce que moi, par exemple, pour ne pas dire, je savais pas qu'il fallait pas que je déclare ma TVA. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de déclarer mon hors-taxe, je T'as fait ton déclarais, TTC? ouais, je déclarais mon TTC. Donc, en fait, Oui. j'ai payé beaucoup plus de cotisations que j'aurais dû. Ah Bon. ouais. Et jusqu'à ce que je m'en rende compte. Mais ça, tu vois, ça serait pas arrivé si, par exemple, j'avais été accompagnée ou si j'avais fait plus attention. Mais voilà, après, ça fait pas. T'as récupéré ton argent? T'as réussi à faire la régularisation? Je t'avoue que j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Je me suis D'accord. dit, ça ne vaut pas l'effort et l'énergie que je vais mettre dedans. Ouais.
préfère laisser ça de côté et me dire, ok, bon, maintenant je sais, j'ai pu faire l'erreur, mais revenir là-dessus, non, pour moi, c'était trop d'énergie pour récupérer. D'accord. Mais alors donc, bon, tu viens de le dire, donc tu appliques la TVA. Euh, Tu l'as appliquée très rapidement, dès le début? Alors non, que depuis quelques années, je crois que c'est depuis 5 ans, 6 ans, je veux pas dire de bêtises, Ok. pas sûre de moi, mais en fait, c'est arrivé un moment où il y a une année, j'ai dépassé les plafonds, tout Mhm. simplement. Donc à partir de là, en fait, j'ai commencé à déclarer ma TVA. Ça s'est fait En fait, ça s'est fait plutôt bien, j'ai envie de dire. Mhm. J'ai même eu un peu de retard parce que je l'ai pas fait tout de suite, parce que j'ai pas Ok. compris tout de suite. Enfin voilà, c'est Et juste ouais, pour dire à ceux on n'est pas et qui alerté en plus hein, pour. qui sont pas à l'aise comme moi avec Mhm. l'administratif, qui ont peur, etc. C'est de dire, mais à un moment donné, moi je suis arrivée à mon SIE, j'ai fait oh là là, j'ai oublié. Et bah ils m'ont pas tapé dessus, ils m'ont dit bon bah faites-le maintenant. Voilà, ils m'ont un peu aidé, ils ont essayé de faire les choses un peu avec moi. Donc Mhm. voilà, enfin, je veux dire, on n'est pas non plus tout seul dans notre mouise, Non. on avance. Et comme- On a souvent l'impression, bon, je pense que c'est sûrement aussi cette peur de l'administratif, mais on a souvent l'impression que les impôts sont les méchants, qui sont rigides. Et alors oui, de leur métier, de leurs obligations, il y a une sorte de rigidité, mais en général, si on appelle un conseiller, qu'on a voilà, quelqu'un, on a aussi un être humain au bout du fil et qui est là pour que tout se passe bien aussi, hein. Donc ouais, bah, enfin voilà, j'avais pas fait les choses en temps et en heure, mais bon, enfin on me l'a pas reproché, au contraire, on m'a aidé, on m'a aiguillé, on a essayé de m'assister du mieux que possible, donc c'était cool. Ça s'est Ouais. fait. Ça s'est fait Donc, vite. d'ailleurs, bon, on va rebondir rapidement sur l'actualité. Tu as pu voir, bon, la TVA en ce moment, c'est un dossier chaud pour les micro-entrepreneurs. Je ne sais pas où on sera au moment où notre épisode sortira. Euh, donc, avec cet abaissement de la TVA, du seuil de TVA, qui était prévu de baisser jusqu'à 25 000 euros. Pour le moment, il y a une nouvelle proposition de loi qui a été proposée pour annuler cet abaissement de la TVA. Donc on verra où on en sera. Toi, dans ton cas, je me souviens avoir lu que tu étais repassé sous les seuils. Oui, d'ailleurs, ouais, tu m'avais répondu. Ouais, Je t'avais demandé justement si on pouvait, bah, du coup, repartir dans le non-assujettissement à la TVA. Je sais pas ouais. si ça se dit comme ça, mais en tout cas, ouais, parce que depuis l'année dernière, en tout cas, je dépassais plus les seuils. Mm. Mais après réflexion, je me suis dit, cette année, c'est l'année où je vais dépasser, donc ça ne sert à rien que je l'enlève. Donc je l'ai plus vu comme un challenge en me disant, bon, allez, ça va mettre un petit coup de... Tu t'es remis un objectif de chiffre d'affaires à aller chercher pour Exactement, en me disant, bah l'atteindre. voilà, cette Ouais. année, ça sert à rien que je l'enlève pour la remettre. Enfin, voilà, Très faisons. bien. Ok. Pour information, hein, pour les auditeurs, par contre, voilà, si vous êtes dans la situation de Mona à la fin de l'année, que vous appliquez la TVA et que vous repassez sous le feuille de franchise, il est possible de demander à repasser en franchise de TVA d'une année à l'autre. Voilà. Donc, sachez-le, faites attention à la fin de l'année. Si vous vous rendez compte que vous allez être 2 années d'affilée ou même sous les seuils, vous pouvez demander à repasser sous la franchise. D'ailleurs, Euh, ouais, est-ce qu'il y a une deadline, un moment en fait où après c'est trop tard ou enfin je sais pas si tu sais ça. alors, c'est des années calendaires, donc avant le 31 décembre. Je pense Ouais. que vu que c'est le service des impôts, que c'est pareil, hein, c'est souvent traité par des humains, c'est bien peut-être de s'y prendre quelques semaines à Voilà. l'avance. Ouais. Mais on peut changer, c'est applicable du 1er janvier au 31 décembre. Donc Ok. si on demande avant, ça passe. Nous allons nous lancer sur le grand sujet de l'hypnose. Euh, c'est un sujet moi qui voilà qui m'intrigue et je pense qu'il intrigue beaucoup de personnes. Il y a un petit côté mystique. Déjà, il y a une première question que je me pose. C'est est-ce que l'hypnose c'est un don? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille et que peut-être pas tout le monde mais que beaucoup de personnes peuvent faire? Bah là, tu vois, déjà dans la question, il y a un présupposé parce que du coup, est-ce que c'est un don? Ça voudrait dire que l'hypnose vient un petit peu de tout ce qui va être, enfin,
en tout cas, serait accolé à quelque chose comme tu dis, mystique ou surnaturel ou un peu, tu vois, quand tu me dis ça, je pense un petit peu aux coupeurs de feu ou ceux qui font du magnétisme ou ce genre de choses. C'est très différent. Et tu vois, euh, moi, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on utilise beaucoup l'hypnose, dans tout ce qui est anesthésie et Mhm. douleur aussi. Notamment chez les enfants, ça marche super bien avec les enfants, c'est génial. Ils ont une imagination incroyable. Donc, euh, donc voilà, la coller à quelque chose d'un peu surnaturel, bah non. Et surtout qu'en plus de ça, si moi je fais de l'hypnose aujourd'hui, c'est probablement que du coup, c'est pas un don, tu vois. Parce que, bah, comme je te le disais tout à l'heure, quand j'ai vu ça avec ma sœur, je me suis dit, attends, il y a un truc, c'est pas possible, il y a quelque chose que Mhm. je comprends pas. Et je me posais la même question que toi, justement, à ce moment-là. Et c'est en faisant cette formation en hypnose que je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Mais que c'était que des tournures de phrases, que c'était que de la rhétorique, en fait, une manière de dire les choses, une présence aussi, une manière de poser sa voix, de dire certains mots plutôt que d'autres. Voilà, donc c'est très différent de ce que je pensais que c'était. Et je pense qu'on a un petit peu cette vision de l'hypnose parce que ce qu'on voit le plus de nos jours, c'est vraiment l'hypnose de spectacle, c'est les mesmers, c'est Ouais. ces personnes-là, en fait, qui donnent une image de l'hypnose qui est un peu biaisée, parce que, bah ouais, on est dans l'hypnose waouh, en fait. On cherche à créer un effet vraiment spectaculaire, comme Mhm. non, en fait, hein. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et nous, en tout cas, dans l'hypnose qui est plus tournée vers le thérapeutique, bah ça nous dessert un petit peu, parce que ça nous donne un côté un peu, j'aime pas ce mot-là, mais côté charlatan, quoi. Donc, Et pourtant, vous faites la même chose ou pas? Justement, est-ce que c'est de la même manière? on fait plus ou moins la même chose. Le seul truc, c'est que on n'utilise pas les mêmes techniques. Mhm. On utilise souvent pas les mêmes techniques. Tu vois, moi, je fais de l'hypnose ericksonienne. Donc, l'hypnose ericksonienne, c'est de l'hypnose qu'on va dire indirecte. C'est-à-dire que ça va pas être aussi direct que dans un spectacle où on va dire, voilà, on va poser la main sur le front, on va dire tu dors. Ça, c'est très direct. Tu vois, c'est des injonctions, c'est de l'impératif, c'est hop. Alors que nous, ça va être beaucoup plus indirect. On va tourner autour du pot, on va prendre des chemins annexes pour arriver à nos fins. Tu vois, on va contourner des murs en fait. On va contourner l'esprit critique, Ouais. mais tout en faisant en sorte que la personne en face, elle le prenne pas aussi directement qu'avec l'hypnose de spectacle. Ouais, et c'est vrai que quand j'ai écouté certains de tes épisodes de podcast, à chaque fois, j'ai ce sentiment justement où tu vas tout doucement, tu nous embarques tout doucement au départ. Et contrairement à ce choc que tu viens de décrire, où en spectacle on touche le front, la personne tombe, moi j'ai aussi l'exemple, en spectacle, j'étais dans un amphithéâtre quand j'étais étudiant, où l'hypnotiseur avait fait descendre 6 ou 7 personnes de l'amphi et qu'ils les avait tous hypnotisés en même temps. Euh, ouais, il leur faisait faire n'importe quoi. Je t'avais déjà raconté où il avait fait demander à un des étudiants de faire comme s'il regardait un film coquin devant tout le monde. Et c'était impressionnant cette force en fait que il arrivait à en maîtriser un et puis tous les autres à côté aussi étaient là tout endormis. Donc il y a une vraie différence, enfin en tout cas comme ça que tu expliques. Et toi, ton thème spécifique dans l'hypnose, c'est le sommeil. Alors c'est celui qui rencontre le plus de succès parce qu'aujourd'hui, enfin voilà, il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec le sommeil, avec Mm. les insomnies, avec le fait de ne pas réussir à s'endormir le soir, d'avoir un cerveau en permanence qui fonctionne à plein régime, qui n'arrive pas à trouver la paix en fait pour pouvoir s'endormir. Donc c'est vrai que l'hypnose du coup ericksonienne, elle s'y prête bien parce qu'on est justement dans ce truc de vraiment, on va tourner autour. Et je pense que c'est ce qui permet à ces personnes-là de lâcher aussi à un moment donné. Euh, voilà, ça marche super bien. J'ai des retours incroyables de personnes insomniaques, enfin, apparemment qui ont une révélation en écoutant le podcast en se disant mais je comprends pas ce qui s'est passé, ça fait 10 ans que je dors pas et là je me suis endormie comme un bébé. Voilà, et pour pas non plus donner des espoirs en disant voilà ça marche tout le temps, c'est génial, c'est voilà, il y a toute une notion
de contexte, de personnalité aussi. Enfin, voilà, j'ai une certaine manière d'amener mon hypnose. C'est un style, c'est vraiment propre à moi. J'ai Mhm. une manière d'exprimer certains concepts, certaines métaphores, j'ai une voix particulière, j'ai une personnalité aussi. Et je pense que ça se ressent et que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Tu vois, j'ai aussi des retours négatifs, hein, bien évidemment, en mode, ah, mais ça Ouais. complètement à côté de la plaque. Tu vois, j'ai des retours aussi négatifs, beaucoup moins. Ouais, les Mais chiffres parlent pour toi, hein, quand même. oui, oui. 4, Mais 4 millions d'écoutes, et c'est juste pour dire aux personnes qui nous écoutent que il faut pas s'arrêter à ça en fait. C'est pas parce que on a essayé une fois avec une personne, avec un audio, avec une manière, un type d'hypnose que ça ne fonctionne pas. C'est juste peut-être que dans ce contexte précis, avec cette personne précisément, avec cette voix-là, eh ben il y a un truc qui a pas collé en fait et c'est ok. Et c'est pas l'hypnose le problème, mais c'est peut-être le relationnel ou c'est peut-être le contexte ou c'est voilà. Donc Tu vois, ça me fait faire un petit parallèle, même par rapport à des blagues. Par exemple, selon qui va te raconter la blague, ça peut vite passer pour un truc déplacé. Sauf que si c'est quelqu'un qui t'est en confiance, que tu as un humour très, très proche, cette même blague va te faire rire. Et, hmm, euh, et du coup, c'est vraiment, bah, c'est une question d'affinité, de connexion, quoi. tout à fait. Euh, Est-ce que, donc tu disais que tu as eu beaucoup de témoignages donc de certaines personnes qui apprécient pas, mais surtout de personnes qui appréciaient. Est-ce Je que me focalise là, hein. c'est Après, le c'est plus pas important. objectif, mais ouais. T'as des anecdotes justement sur un témoignage marquant d'une personne que tu as hypnotisée? Euh, alors, un témoignage marquant, souvent dans les commentaires, il y a pas vraiment beaucoup d'espace pour... voilà. Par Hmm. contre, euh, là où vraiment, où je peux parler, c'est quand j'ai vécu la première fois ce truc de l'hypnose. Euh, En fait, on se doute pas à quel point c'est fou ce qu'on est capable de faire. Moi, j'en avais pas pris conscience. Et en fait, avant de commencer toute cette formation, etc., moi, j'étais très phobique des araignées. Enfin, je m'étais mis plusieurs fois en danger à cause de ça. Notamment quand tu sais, t'es tranquillement en train de conduire et que là, il y a, il y a la petite araignée qui arrive sur ton volant et que tu fais ah et que tu lâches tout. Voilà, donc ça commence à devenir un vrai problème. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas l'hypnose? Bon, j'en ai entendu parler. Et en fait, ça m'a vraiment énormément marqué parce que c'était un peu particulier. C'était une personne qui faisait de l'hypnose, qui te mettait un casque. Voilà, donc j'étais assise sur un canapé avec mon casque et elle me parlait dans le casque. Et en fait, elle me disait, ben voilà, et le corps, en fait, il va basculer sur le côté. Et en fait, je me suis dit, Pardon? mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, vraiment, mon esprit critique était là en train de me dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, tout en me disant ça, intérieurement, je sentais mon corps partir, partir, partir. Et en fait, je le contrôlais pas. En fait, dans ma tête, je me disais, mais attends, qu'est-ce que c'est? Mais mon corps, il est en train de partir là. Il est en train de partir. C'est pas moi qui le fais. Et en fait, ça m'a, ça m'a fait halluciner. Ça m'a fait clairement halluciner. Wow. Et c'est là qu'en fait, j'ai pris conscience du pouvoir du truc, quoi. C'était Vraiment. avant que toi tu t'intéresses à l'hypnose. Avant que je m'y intéresse. Donc ça, ça a été aussi un peu la C'est... seconde expérience qui Eh m'a ouais. fait dire, voilà, faut vraiment que j'explore le sujet. Mais ça, ça m'a vraiment fait un choc. Hmm. Et une autre fois aussi, bah, là, c'était pendant ma formation d'hypnose, où ce qu'on appelle euh, une transe, une transe un peu particulière, parce que, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler avec une de nos parties inconscientes. Donc c'est ce qu'on appelle une transe partielle, c'est-à-dire que toi, tu es en hypnose, mais pas vraiment. Il n'y a qu'une partie de toi qui est sous hypnose. Donc Tu ce te qu'on parles à fait toi-même là, hein, c'est ça. exactement, donc ce qu'on fait en Ok. général, c'est qu'on fait une petite lévitation de main, tu vois, un peu comme en spectacle, tu vas dire, bah voilà, il y a la main qui se lève toute seule. Et en fait, là, tu vas discuter avec ta main. Et donc la main, elle va te répondre oui, non, mais c'est pas toi qui réponds, tu vois. Ok. Ouais, donc tu t'imagines limite ta main, c'est ton subconscient, c'est ton deuxième toi? Exactement. En fait, nous, on aime bien dire, en tout cas dans notre manière de faire de l'hypnose, que c'est une part de nous. Hmm.
Donc, j'en sais rien, si tu as envie de parler à une part de toi qui a 5 ans, Mm. savoir pourquoi cette partie de toi elle est restée bloquée à 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et bah, tu peux éventuellement rentrer en contact avec cette partie de toi pour lui poser des questions. Et c'est hyper intéressant parce que toi, tu as l'impression d'être conscient, Mm. et en même temps, il y a ta main qui te parle. Enfin, et tu parles avec ta main, en fait. C'est très, très... Ouais, Et moi, je sais ouais, que ça m'a fait un choc la première fois. Mais d'accord. Tu maintenant, le fais encore? Tu le fais encore, pratiquer l'hypnose on sur toi-même? se fait des réunions régulièrement. Vous êtes combien? Vous êtes combien maintenant? Que deux? On est nombreux. Ouais, excellent. Et justement, donc, bah, après, ça t'a donné un intérêt. Donc, tu expliques qu'il y a des formations. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une formation justement pour faire de l'hypnose ou est-ce que... Alors, c'est très peu réglementé. D'ailleurs, c'est un problème parce qu'il y a Mm. beaucoup d'abus. Euh, voilà, je ne peux que dire aux personnes que ça intéresse, faire très attention à regarder d'où la personne elle vient, où est-ce qu'elle a été formée, est-ce que c'est une école sérieuse ou pas, quelles sont aussi ses croyances, parce qu'il y a beaucoup de, tu vois, comme on disait tout à l'heure, il y a du surnaturel qui vient se rajouter de là-dedans, des trucs un peu ésotériques. Donc, Mm. avant, ça bien coller en fait avec les croyances de la personne, parce que parfois ça peut être Mais un ça, peu... c'est pas facile ça à déchiffrer, à décoder pour un peu monsieur tout le monde, quoi. Pas Quand facile. on va voir, voilà, peut-être on va aller... Bon, toi, t'es sur Internet, mais si on va en consultation, c'est chez un hypnothérapeute, je sais pas, par exemple, si c'est dans la même catégorie, mais et on va voir juste marqué hypnothérapeute et on va avoir aucune idée de ses croyances, son diplôme, même si on le lit, je pense que les trois quarts des personnes, voire plus, n'ont aucune idée de quel est le bon diplôme pour être hypnothérapeute. Euh, tu auras un conseil? Cherche. C'est vrai qu'il y a certaines écoles qui sont quand même pas mal reconnues, qui font pas mal de choses aussi. Donc voilà, on voit le sérieux de certaines écoles, quand d'autres, bon, c'est un peu des organismes de formation très opaques, voilà, où on sait pas trop. Donc déjà Mm. privilégier les personnes qui viennent de ces écoles-là et Mm. aussi voir ce que la personne elle fait, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a une présence sur Internet, est-ce qu'elle fait déjà des choses ou pas. Mm. Et en fonction de ça, bah, voir si ça correspond avec ce que nous, on recherche. Mm. Parce que si, enfin, l'hypnose, c'est une manière de voir la vie aussi, d'une certaine façon. Et on induit des choses dans la tête des gens. Donc, j'ai pas envie de dire que l'hypnose, c'est de la manipulation, mais un peu quand même. Faut quand même se méfier. L'hypnose, ça reste un outil, d'accord? Mais faut avoir confiance en la personne qui utilise cet outil sur nous. Parce que voilà, ça peut nous faire voir les choses d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on y va pour ça, quelque part, parce que c'est pour changer nos perceptions aussi sur certaines choses. Notamment, enfin, moi, quand je te dis j'étais phobique des araignées, bah, j'avais besoin de changer la Et perception. ça a marché, d'ailleurs, on n'a pas eu le fin mot. Super bien marché, ouais, ouais, ça a Ouais. super. Tu m'aurais vu, c'était une catastrophe, hein. Mm. C'était une catastrophe. Donc, non, moi, le seul truc que je peux dire, c'est vraiment renseignez-vous sur ces personnes. Est-ce qu'elles ont déjà une présence sur Internet? Déjà, c'est rassurant de voir que la personne, voilà, elle fait déjà certaines choses, qu'elle a un site Internet, qu'elle raconte un petit peu aussi ce qu'elle fait. Mm. C'est un peu j'ai envie de dire, le minimum, quoi. Et éventuellement des témoignages de personnes qui sont déjà allées la voir. Très bien. Euh, donc toi, ce que tu fais, bon, alors, je sais pas si les gens te retrouvent en fonction, grâce à ton podcast, viennent voir Mona, ou je pense que c'est plus dans ce sens-là que de Mona aller vers le podcast. Euh, Hypnarium, c'est quand même un succès dingue. Euh, Plus de 4 millions d'écoutes, c'est incroyable. On n'est pas loin Qu'est-ce des 5 millions, là, ça y est, on approche. Bon, bah, j'espère qu'on célébrera ces 5 millions très bientôt. Moi, il y a une petite question que je me pose. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que chaque jour, t'endors des milliers de Français? Bah, je pense que je réalise pas en fait. Je pense que je réalise pas du tout parce que pour moi, enfin, je suis, tu vois, je suis dans le confort de chez moi, dans mon petit bureau. Bon là, je montre pas, mais il y a des trucs partout, il y a des fringues, il y a des... Enfin voilà, c'est vraiment, je fais ça donc à Jibi quoi, tu vois. Donc en gros, Mm. je réalise absolument pas ce qui se passe. J'ai les retours.
de gens. Ça me remplit de joie à chaque fois quand je vois que il y a des gens qui me disent merci. Enfin voilà, ça me fait vraiment avancer. Ça me permet de réussir à m'endormir. Et puis parfois sur d'autres thématiques aussi. Je me dis que ce que je fais, ça sert à quelque chose. Donc, Ouais. c'est un peu pour ça qu'on est là aussi sur cette terre, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Donc, ça me rassure vraiment sur ce changement cette espèce de bifurcation de métier que j'ai fait en cours de route. Mais ouais, on réalise pas, en fait. Déjà parce que Hmm. c'est aussi à côté digital qui fait que bah, tout est en ligne. Donc, forcément, ça a moins d'ampleur concrète. Ouais. Et après, bah, on s'y attend. Enfin, moi, je suis une personne lambda, en fait. Je- Hmm. ça change rien, quelque part. Ouais. Euh, mais pour ces personnes-là, en tout cas, ça fait quelque chose. Donc, c'est vachement gratifiant, quoi. Alors, je te disais, tu endors des milliers de personnes par jour. Euh, Ce que je me demandais, c'est si sur ces 4 millions d'écoutes, il y en a combien où les personnes écoutent vraiment? Parce que, tu vois, je me dis que tu as peut-être un petit peu truqué les chiffres là, Mona. 4 millions d'écoutes. Si on s'endort au premier épisode, derrière la playlist, elle tourne, elle tourne, elle tourne. J'ai hacké le système. Tu vas faire écouter 4 5 épisodes alors que la personne dort, non? Et c'est pour ça que les algorithmes me poussent. Alors, je t'avoue que j'en sais rien. Ça se trouve que ça se trouve que ça a aidé, en fait. J'en ai aucune idée. En tout cas, sur sur les 4 millions, ce que je sais, c'est les personnes qui ont écouté au moins un épisode plus d'une minute. Ouais. Voilà. Donc après, est-ce que c'est une minute? Est-ce que c'est 20 minutes? Est-ce que c'est plus, moins? Je sais Mm. pas. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est Ouais, les c'est chiffres, énorme. en tout cas, c'est ça. Mm. Et à la base, tu disais le podcast, il a quoi? Il a 4 ans? Ouais. Hypnarium a 4 ans à peu près. Donc ça fait en moyenne 1 million d'écoutes par an. Ouais, et puis là, quand je regarde les stats, je me dis, j'ai presque 350 000 écoutes par mois maintenant. Je sais pas Ok. si en l'espace de quelques mois, ça a explosé. Donc je me dis, en fait, enfin, là, je suis au million en 3 mois. C'est Ouais. beaucoup. Enfin, Et à la base, tu l'avais. Pourquoi avais-tu créé le podcast? Bon, forcément, c'est dur d'imaginer que tu l'as créé dans l'optique d'avoir des millions d'écoutes. Le but n'était pas là. Pourquoi tu l'as créé au début? bah, En fait, moi, je sortais de formation d'hypnose. Et c'est vrai que quand tu sors de formation, t'es pas à l'aise du tout, quoi. Tu te dis, surtout que moi, je venais vraiment d'un métier où j'étais pratiquement toute la journée sur des ordis. Donc, en fait, t'es pas beaucoup en contact avec l'humain. Tu parles pas beaucoup. Hein, Hmm. voilà. Ah ouais, ouais, avec tes doigts, mais sinon, tu parles pas beaucoup. Et donc, ouais, j'étais pas forcément hyper à l'aise. Et en même temps, bah, t'apprends plein de techniques de rhétorique, comment poser des protocoles, des métaphores, poser ta voix aussi, les rythmes. Et donc, moi, j'avais vraiment besoin de m'entraîner, en fait, à la sortie de ma formation. Et je me suis dit, tiens, le format audio, ça s'y prête vachement bien, parce que des fois, on faisait des exercices, tu sais, avec les profs, on envoyait des vocaux. Parce que bah, c'est là où tu peux mieux voir en fait tous ces aspects-là. Et je me dis, tiens, bah, le podcast, c'est pas mal quoi. Enfin, ça fait vraiment tout quoi. Et Hmm. je me dis, voilà, ça me permettrait vraiment de me mettre le pied à l'étrier parce que souvent on se dit, ouais, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, mais on le fait pas. Et donc je me suis dit, bah, si j'ai un truc public, que je me donne une régularité, au moins je sais que je vais m'y mettre et que je vais bosser en fait. Moi j'ai besoin d'avoir une deadline, d'avoir un truc qui me pousse. Donc Hmm. je me suis dit ça et je me suis dit comme ça, je vais faire de l'écriture, je vais trouver des métaphores, je vais enrichir un petit peu mon vocabulaire, je vais travailler ma voix. Donc c'était du bonus quoi, en gros. C'était pour Un moi. peu, à la base, c'était un peu un entraînement en fait. C'est ça. Aujourd'hui, ton activité principale, ton revenu principal, c'est le podcast. Ouais. Est-ce que tu as encore la place quand même pour faire des séances en physique ou ça, c'est plus dans ton champ d'activité? Non. Je fais vraiment sur des problématiques spécifiques.
Moi, j'en ai pas parlé au tout début, mais moi, là où j'accompagne le plus, c'est dans la perte de poids. Donc, je fais des coachings, en fait, où il y a de l'hypnose, mais il n'y a pas que ça. Mhm. Et donc, c'est encore un petit peu différent. Donc, moi, j'accompagne principalement sur la perte de poids. Et après, sur bah, des petites demandes par-ci, par-là, quand il y a vraiment une demande urgente. Euh, mais c'est pas, c'est pas mon activité principale. D'accord. Et le podcast, ça te prend, ça te prend quel volume dans une semaine? Enfin, déjà, tu produis combien d'épisodes par semaine et... Alors, là, je suis sur une régularité de un épisode toutes les 2 semaines, parce Ok. que j'ai fait un épisode par semaine en 2023, il me semble, et la cadence était assez rude. Hmm. Et en même temps, c'est ce qui m'avait permis de bien bien monter l'audience. Donc, je pense que ça a été utile aussi à un moment donné. Donc, j'ai redescendu la cadence à un épisode toutes les 2 semaines. Par contre, j'essaye de faire des choses un peu différentes. Donc, je vais garder cette régularité sur les épisodes d'hypnose, mais peut-être que j'agrémenterai avec d'autres trucs. Là, d'ailleurs, récemment, j'ai sorti une interview aussi. Donc, voilà, c'est essayer Et oui, de... oui. D'ailleurs, j'ai commencé à l'écouter. C'est avec un témoignage d'une personne qui a arrêté de boire, c'est ça? Alors, ouais, c'est un accompagnant, du coup. Enfin, c'est une personne qui a arrêté de boire et qui s'est reconvertie dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent arrêter de boire comme lui. Donc, ouais, mais j'invite les Hmm. auditeurs à aller l'écouter parce que ça peut Ouais. être intéressant. En Ouais, tout cas, c'est super intéressant. Puis c'est vrai que c'est un autre, sort de ton domaine un petit peu, c'est aussi on sort de l'hypnose, ouais. mais Même c'est si aussi il y a super intéressant. tout est plus ou moins lié parce que, enfin voilà, moi, ce qui me passionne, c'est le changement. Qu'est-ce qui Hmm. fait qu'une personne change ou qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas encore changé? Et dans l'hypnose, en fait, l'hypnose, elle va permettre ça, tu vois. Parce que Ouais. comme on tourne le facteur critique, c'est ce qui permet aux gens d'évoluer. Des personnes qui avaient peut-être des blocages inconscients, peut-être des choses qui les maintenaient en fait dans un système dysfonctionnel. Et là, dans ces interviews, là où je mets le focus, c'est vraiment sur le changement. C'est qu'est-ce qui fait que cette personne-là, en fait, elle a réussi à faire ce switch, à Hmm. changer, en fait, soit du jour au lendemain, soit sur le long cours. Et pour avoir, en fait, des petites bribes d'informations sur mais comment est-ce qu'on change? C'est quoi les petits trucs, en fait, derrière le changement? Ouais. D'accord. Et bon, c'est tout ça, donc j'imagine que ça se recoupe un peu avec l'hypnose, parce que justement, les personnes qui viennent te voir ont certainement une volonté, bah, De soit changer. ouais, de De changer. changer complètement. Bah, d'ailleurs, la baseline du podcast, c'est êtes-vous prêt à changer? Donc, tu vois, il y a vraiment ce focus fort sur le changement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me porte depuis le début, le changement. Donc aujourd'hui, tu sais à peu près combien tu as fait d'épisodes pour Hypnarium? Tu vois, je m'étais dit que j'allais vérifier avant notre interview et je ne l'ai pas fait. Oh, Bon, j'en ai un peu plus d'une centaine. d'accord. Et est-ce que tu as un épisode fétiche? Fétiche pour moi, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai un épisode fétiche? Je crois que mon épisode fétiche, c'est le tout premier. Ouais, Parce que c'est celui qui a lancé un petit peu la machine, quoi. d'accord. Et donc c'était quoi le thème de ce tout premier Endormir épisode? facilement. Ok. Donc, c'était vraiment le tout premier. Et quand je te dis c'est celui qui a lancé la machine, c'est que, enfin, moi, je me disais, je vais faire 10 écoutes, quoi. Hmm. Et en fait, non, j'ai vu que le compteur d'écoute a explosé. J'ai pas compris ce qui s'est passé, en fait. Je me suis dit, mais, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, en fait, qui m'a aussi motivée à continuer, d'une certaine façon, forcément, Ouais, faut pas se le cacher. Donc je me suis dit, bah, il y a une audience, en fait, il y a des gens que ça intéresse. Allez, je continue, je vois où ça me mène. Donc, je dirais que mon épisode fétiche, c'est celui-là. c'est celui qui a débuté, qui a lancé l'aventure. Mm. Ok. Euh, Aujourd'hui, quels sont tes projets justement par rapport à Hypnarium? Là, tu disais, voilà, peut-être tester de nouvelles choses avec des interviews. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait le tour de la question sur les épisodes justement où toi tu hypnotises? Alors déjà, moi,
je vais couper ma question parce qu'il y a j'ai quelque chose qui m'impressionne, c'est comment tu fais pour réussir à rédiger comme ça tous les jours, enfin aussi régulièrement, des épisodes pour hypnotiser, tu vois. Et est-ce que là, tu penses pas il y a peut-être une limite à un moment où tu te dis, bon, bah là, en fait, je peux plus préparer d'épisodes parce que je sais plus quoi faire pour hypnotiser. Moi, je serais triste ce jour-là. Je serais très Ouais, triste. Parce que ça voudrait dire que ma créativité est tombée à zéro. Mais en fait, c'est très bizarre parce que tu vois, quand tu m'en parles là comme ça, si je devais me dire, allez, il faut que j'écrive un truc, j'y arriverais probablement pas ouais, en me le disant. Et pourtant, il y a un truc très bizarre qui se passe. Et je pense que à ce moment-là, je me mets moi-même en hypnose hein, quand j'écris mes podcasts. Alors, des fois, soit je les écris, soit je les fais directement au micro. Je sais pas, mhm. j'ai une espèce de lueur de créativité là qui me C'est transporte. Je me dis, c'est ta main comme t'en parlais tout à l'heure, c'est ta main qui vient faire. et du coup, je sais pas, dans ce moment-là, en fait, ça sort. J'allais dire un truc un peu sale, mais je vais pas dire ça. Mais c'est vraiment ça sort tout seul, en fait. Ouais, Je ne maîtrise pas ce flow-là. Et je pense que ça a été à force d'en faire tellement, 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 que je pense qu'il y a un espèce de mécanique qui s'est mis en place dans mon cerveau qui fait qu'au moment où je me mets dessus, ben, en fait, ça sort. Et, euh, et je trouve ça trop cool. Et je ne sais pas comment ça marche, ce truc-là. Je ouais, ne sais pas. Mais c'est trop bien. C'est franchement trop bien. Et je pense que, ouais, c'est parce que, au bout de 4 ans, je pense que t'es rodé, en fait. Tu t'en as mm, fait que t'as emmagasiné tout enfin, des phrases, des tournures, des trucs qui font que, en fait, bah, tu t'as envie de dire quelque chose, il y a une métaphore qui sort, Et ouais. des fois, j'écris un truc et je me dis, mais waouh, C'est moi qui ai fait ça. par d'où ce truc-là, je ne sais pas. Donc, Mm. Et d'accord, donc là, bon, concrètement, le temps que tu as de l'inspiration, le podcast Hypnarium, tant longue que j'ai vie à l'inspiration, Hypnarium. je vois pas pourquoi j'arrêterais ça. Bon, ça tourne un petit peu en rond parce que forcément, les thématiques, il n'y en a pas 50 milliards. Mm. Donc, voilà, il y a sommeil, il y a la perte de poids, il y a la gestion du stress, des émotions, toutes ces choses-là sont super importantes. Tu as plein, plein, plein de façons d'aborder le sujet. C'est pour ça que des fois, quand j'ai des retours sur un podcast qui dit ah bah moi ça m'a pas trop parlé, je dis bah il y en a d'autres, essayez-en d'autres parce que c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les Mm. mêmes protocoles, c'est pas la même vision, pas les mêmes métaphores. Enfin voilà, il y a peut-être des choses qui vous parleraient plus. Donc voilà, il y a plein de manières d'aborder ces sujets-là. Mais bon, au bout de 4 ans, j'ai un peu envie d'autre chose aussi. Ouais. Et c'est pour ça que là, je lance les interviews d'un côté et de l'autre côté, là, j'ai un gros projet. T'es la première personne à qui j'en parle. Enfin, Du coup, je suis pas tout seul. ouais, mais du coup, c'est la première fois que j'en parle publiquement parce que j'avais gardé un petit peu au fond de mon cœur, là, comme ça. Bien, bien, bien au chaud, à pas trop le montrer. Mais Mhm. j'ai vraiment envie, là, cette année, de me lancer dans l'écriture d'une histoire. L'écriture d'une histoire immersive. Donc en fait, j'ai déjà plein de trucs. J'ai déjà mon thème, j'ai déjà l'histoire, j'ai déjà la trame, Ok. mais voilà, j'ai pas encore Excellent. trop avancé. Mais l'idée, ça serait vraiment de faire une série en fait d'épisodes. Donc je sais pas encore combien de temps ça durait, parce que Ça serait au format audio aussi. Du coup, format audio également, ouais. aussi. Mais totalement immersif où du coup, tu deviens le personnage principal de l'histoire. Waouh, ça me rappelle un peu les livres quand j'étais gamin, le livre dont tu es le héros. Tu devais sauter des pages selon tes Ouais, choix. c'est ça. Et je trouvais ça génial. Et je me suis dit, mais comment tu retranscris ça en audio? Et je me suis dit, mais enfin, en fait, avec les outils que j'ai, avec l'hypnose, avec ma façon en fait d'immerger les gens dans une histoire, je me Ok. dis, enfin, ça peut créer un truc de fou en fait. J'ai hâte. J'espère que tu vas le faire. Ouais, bah, J'ai tu hâte m'en de parles, je pense tester. qu'il y a quelque chose qui vient de se débloquer là, tu vois. Ça va être top, excellent. Donc, bah ouais, plein de projets. Du coup, puis ça suit ton parcours en général. Donc, tu nous as bien expliqué tout à l'heure déjà que voilà, tu avais fait plein d'activités, que tu te développais
toi personnellement, mais surtout tu développais différentes activités. Tu m'avais aussi évoqué un changement de statut à un moment. Est-ce- Euh, à réfléchir. Pour Ouais. l'instant, ça s'y prête pas. Hmm. Mais si à un moment donné, j'ai plus de chiffre d'affaires qui rentre, ça sera peut-être à envisager. Enfin, là, pour le coup, vu que j'essaye de me développer aussi, je vais peut-être avoir plus de frais. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, ça pourrait être plus intéressant pour moi de basculer sur un autre statut. Ouais. Donc, Oui, parce qu'aujourd'hui, tu pourras récupérer la TVA sur tes achats, mais tu pourras pas déduire c'est la ça. Pas totalité. sur plein d'autres choses. Donc, à voir en fonction de ça. Si je suis amenée à me déplacer, si je suis amenée à rencontrer pas mal de monde, notamment pour mon histoire immersive. Enfin, voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, ouais, ça sera peut-être à envisager à un moment donné. D'accord. En tout cas, l'avenir a l'air radieux et puis palpitant. Euh, Là, je vais te poser une question plus pour l'avenir des personnes qui nous écoutent. Ça va peut-être te ramener 12 ans en arrière ou 13 ans en arrière. Voilà, aujourd'hui, tu rencontrerais quelqu'un qui veut devenir micro-entrepreneur, mais qui hésite à se lancer dans son projet. Quel serait ton conseil à cette personne? Ça lui coûte rien d'essayer. En fait, c'est- pour le coup, c'est vraiment le cas parce que la micro-entreprise, à part prendre quelques minutes pour remplir le formulaire et il y a deux, trois choses à savoir, mais bon, en soi, c'est pas fou. Tout le monde est capable de le faire. Si moi j'ai réussi, clairement, je dis, je suis une phobique de l'administratif. Donc si moi j'ai réussi, tout le monde est capable de le faire. Et, euh, et en fait, enfin voilà, ça coûte rien. Ça coûte rien d'essayer. Il vaut mieux tenter le truc euh, et puis voir si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave en fait. Voilà, c'est Et autre au chose. moins, c'est tenté. Il n'y a pas de regret. Il y a pas de oh, et puis si j'avais fait, comment ça serait? Non, en fait. Enfin, là, le statut, justement, permet ça. Permet de pouvoir tester sans prendre de gros risques. Donc, enfin, moi, j'ai envie de dire, go, vas-y, ça coûte rien d'essayer. Super, Et puis, ça peut faire, ça peut changer une vie. Enfin, moi, ça a changé la mienne, donc ouais, voilà. Mm. super. Merci beaucoup, Mona, pour tes D'accord. conseils. J'étais hypnotisé par tes paroles. Ah, mais peut-être qu'il y avait un petit peu d'hypnose qui s'est glissée par là, attention. Ouais. Mais c'était vraiment top de pouvoir t'accueillir. T'as un parcours vraiment inspirant, une activité super originale et voilà, j'espère que ça donnera des idées à nos auditeurs. Je n'ai plus qu'à te dire au revoir et puis encore merci. Au revoir et surtout croyez en vous parce que c'est le plus dur aujourd'hui, c'est ça en fait quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de douter de soi, de dire mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va fonctionner en fait. Mettez ces questions-là de côté, vous le saurez quand vous ferez en fait. Et c'est une fois que vous serez dedans que vous vous direz ah ouais j'ai bien fait de le faire. Donc voilà. Voilà, sur ces belles paroles, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à vous lancer si vous avez une idée. À très bientôt. Salut Mona. Salut Romaric. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié l'échange avec Mona et que vous avez appris des choses, notamment sur l'hypnose. Pour ma part, j'ai passé un agréable moment en la compagnie de Mona. Et c'est vrai qu'en plus de démystifier l'hypnose, elle a aussi montré que en micro-entreprise, il est possible de rêver grand. Son podcast Hypnarium représente très bien ce succès à grande échelle. Il fait partie désormais des podcasts les plus populaires en France avec pas moins de 5 millions d'écoutes. Les 5 millions d'écoutes au podcast Auto-entrepreneur, nous en sommes loin. Mais cela ne vous empêche pas de laisser un commentaire ou un message pour me faire vos retours, qu'ils soient bons ou mauvais, ou bien de laisser des étoiles sur Apple Podcast. Mon objectif reste le même, pouvoir vous faire partager des expériences d'entrepreneurs pour vous donner les clés de la réussite si vous débutez en micro-entreprise ou si vous hésitez à vous lancer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre entreprise.